Alors, j'avais décidé à un certain parti que j'allais faire une chose révolutionnaire, disons au moins nouvelle, sur les Athapascans, en étudiant les Sekini, parce qu'il y avait des choses, il y avait des indices dans leur système de parenté, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque un système de parenté, c'est-à-dire les termes de parenté, et on pourrait dire les règles qui produisaient les termes et qui est aussi censées être attachées à chaque terme, et donc les attentes, non? Qui définissaient le rôle social de chaque catégorie dans le système. Il y avait des déséquilibres, il y avait des choses bizarres que je ne comprenais pas, que personne ne comprenait. Donc, j'ai fait une demande, j'ai retravaillé ma proposition, mon projet de thèse de la Mélanésie au Sekeni. Ça m'a pris très peu de temps, effectivement, parce que c'était l'organisation sociale qui me troublait dans les deux instances. Alors, j'avais la base déjà pour enquêter. Puis il y avait relativement peu de données sur les Sekeni aussi. Ça facilitait les choses quand il y a peu de données. Et alors, mon projet a été accepté par le département. J'ai fait une demande de financement au gouvernement fédéral, j'appelle ça. C'était le Musée national à l'époque, Urgent Ethnology Program. Ils ont donné de l'argent. À l'époque, pour moi, c'était comme être millionnaire quasiment. Ça me permettait même d'acheter un véhicule sur le terrain. Là, je veux dire, c'était bien financé. Et j'avais eu de l'argent aussi du gouvernement de l'Ontario, donc j'avais de l'argent. Alors, j'arrive là, et effectivement, là, c'était dans le nord de la Colombie-Britannique, dans les montagnes. Je prends l'autobus, et 19 heures plus tard, je débarque de l'autobus au milieu de la route. Et là, je commence à faire l'autostop, et j'arrive plus ou moins, c'était pas l'autostop, à quelques centaines de mètres, je voyais qu'il y avait déjà un genre de resto, je ne sais pas comment l'appeler, un genre de dépanneur sur l'autoroute. C'est pas une grande autoroute, la route qui menait de Vancouver à Dawson Creek. Et là, je débarque, comme j'ai dit, puis là, je vois des personnes qui sont en train de se parler, des Blancs. J'ai dit, écoutez, excusez-moi, je cherche une réserve indienne ici. On dit qu'il y a une réserve indienne. Je ne savais pas. Personne ne savait. Il n'y avait aucune documentation. J'étais allé même à Vancouver au Union of BC Indian Chiefs pour demander, puis ils disaient, on n'a pas aucune information sur cette partie du monde, ou peut-être ils ne voulaient pas la donner, je ne sais pas, parce que j'étais un Blanc, tu sais. En tout cas, je débarque, je demande aux Blancs, c'est ça, the niggers, comme ça qu'ils les ont appelés, the dark ones, the Navajo. Moi, qui viens des banlieues, je suis un bon petit gars, au fin de compte, donc je veux dire, j'ai jamais utilisé ce genre de langage. Je me voyais pas, puis je me vois pas comme raciste. Je suis un anthropologue, je suis ouvert à tout le monde, on doit vivre en harmonie, blablabla. Bla, bla. Et là, c'était pas la première fois que j'avais entendu ce mot, évidemment, mais c'est la première fois que j'ai senti la haine d'une personne qui l'utilisait. Je l'avais entendu seulement sur la télévision. Puis dans des blagues. Ignorantes, mais des blagues quand même. Et ça, c'était des personnes qui vraiment étaient racistes. Puis il dit, there's somewhere around here. Alors, je fais un peu d'autostop, puis là, je commence à trouver des petites pancartes ici, IR, Indian Reserve, number 1. Alors, j'arrive. Là, je me présente en réserve, et là, je commence il m'envoie trouver le chef. Le chef n'habitait pas en réserve. Alors, je fais de l'autostop de nouveau. Il habitait 10 000 au sud de distance de la réserve. Et là, je m'en frappe à la porte, je me présente. C'était tout au froid. Là. Je dis, j'avais pas de lettre d'introduction, j'avais rien. Je dis, je m'appelle Guy Lanoux, je voudrais étudier avec vous, je voudrais rester ici. Puis, tu sais, essentiellement, il était très gentil. Puis, il a dit, OK. C'est quasiment inconcevable aujourd'hui que tu puisses rentrer dans une communauté autochtone comme ça, juste en te présentant. T'sais. Mais en fait, ça coïncidait avec leurs besoins. C'était le moment, comme je t'avais dit déjà, des revendications. Les groupes autochtones commençaient à s'organiser pour lancer des revendications territoriales au gouvernement canadien, au gouvernement fédéral. Puis là, évidemment, chaque communauté digne du nom devait avoir son anthropologue, c'est-à-dire une personne qui pouvait lancer la chose, les aider, consulter et trouver des données. Et moi, j'étais d'accord avec ça, dans le sens que je dis, écoute, toutes les données que je trouve, là, évidemment, vous allez en avoir une copie, puis je vais faire ce que tu veux. Si tu veux que je fasse
des recherches pour vous, je suis prêt à le faire parce qu'en fin de compte, ça va être utile pour moi aussi. J'ai pas vraiment un plan de recherche ici. J'avais mes questions de base, mais basées sur une interprétation très lointaine et très théorique et des vieilles données d'un système de parenté qui était probablement désormais mort. C'était des données vieilles de 40 ans. Puis effectivement, je ne savais même pas à l'époque de toute cette histoire du barrage. J'avais lu, c'était tout théorique pour moi, j'avais lu qu'il y avait un barrage qui a été construit, mais à l'époque, les journalistes puis les personnes, les membres du gouvernement, personne ne voulait admettre qu'il avait causé un désastre écologique et humain. Personne ne voulait en parler. Alors, c'était même pas dans les nouvelles. Oh oui, il y a un barrage. Le barrage vend l'électricité à l'État de Washington. Ah, ça crée un lac artificiel qui nous permet d'exploiter les terres intérieures des montagnes, parce que c'était entre deux rangées de montagnes, effectivement, qui délimitaient le lac. Et donc, on peut créer des emplois. C'était le mot du jour, ça, à l'époque, comme ça l'était à Québec, avec Manicouagan, puis le projet Nord, plus tard. Alors, on va créer des centaines et des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Puis, en fait, peut-être c'était vrai, non? Je veux dire, tout le monde avait des bonnes intentions, mais dans tout ça, personne ne pensait que les Autochtones étaient les propriétaires de ces territoires, qu'ils utilisaient encore, qu'ils vivaient là dans des communautés relativement intactes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Blancs à l'époque, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien. Il y avait quelques trappeurs blancs ici et là, des personnages bizarres, en fuite plus ou moins du monde blanc, disons. Non? En fait, qu'est-ce qui était arrivé, c'était dans les années 1900, c'est quoi la ruée vers l'or au Klondike? 1898 à peu près, quelque chose comme ça. Puis donc, dans les années 1900 et 1910, la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 20, cette ruée était finie. Mais on pensait, il y a des montagnes au Yukon, il y a des montagnes ici en Colombie-Britannique, peut-être il y a de l'or. Puis en fait, il avait trouvé de l'or. Mais ils n'ont jamais pu trouver. Des centaines de mineurs sont arrivés dans la région, puis ils cherchaient ce qu'ils appellent le mother lode. C'est-à-dire, tu cherches, tu sais comment ça fonctionne, tu as des traces d'or et tu montes le fleuve parce que l'eau, le courant des fleuves aurait porté l'or du dépôt mère, on pourrait dire, non, le gros dépôt, là, le mother lode, comme ils l'appellent. Il les a transportés, puis là, tu cherches ça, c'est ça que tu cherches à fin de compte. Mais ils n'ont jamais trouvé. Ils n'ont jamais trouvé. Ils ont trouvé des petits morceaux. Même moi, j'ai trouvé de l'or. Tu allais dans le fleuve, puis tu vas trouver, tu sais, avec une assiette, quelques petites couleurs ici, là, quelques traces. Mais le fait est que ces mineurs étaient arrivés là, dans les années 20, 30, 40, 50, il y en avait toujours parfois. Puis, évidemment, ils étaient déçus. La grande partie retournait dans le sud, où parfois ils mouraient de faim, ou perdus dans le bois, ou quoi que ce soit, désespérés, ou se suicidaient par solitude, apparemment. Ou parfois, ils décidaient de rester et épouser une femme autochtone pour avoir accès au territoire autochtone et surtout des lignes de trappe, comme on les appelle, non? Parce que c'était déjà enregistré par le gouvernement. Et tu n'avais pas le droit, comme blanc, d'aller n'importe où déjà. C'était réservé, plus ou moins, aux priorités, disons, étaient données au peuple autochtone. Alors, il y avait des mineurs qui avaient été là, puis leurs descendants, soit eux, soit leurs descendants, parfois, tu les trouvais dans le bois. Puis tu trouvais aussi des réfugiés de la guerre de Vietnam. C'était à l'époque. Puis il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient réfugiées au Canada. Puis vraiment, tu sais, c'était cette idée un peu romantique. Tu vas dans le bois, tu as une expérience primordiale, tu es en contact. J'ai rencontré des personnes comme ça dans le bois, qui sortaient du bois, là, puis je sais pas, d'où viens-tu? Ah, California, Minnesota. No, I didn't want to go to Vietnam. Ah, okay. But the trees told me I could stay. Ouais, les arbres te parlent. Oui, les arbres leur parlent. Non, les animaux leur parlaient. Les animaux les appelaient de rester. Là. OK. J'espère que tu ne vas pas parler trop à un ours grizzly, là, parce que lui, il va te dire 2 mots que tu vas pas trop content. C'est très dangereux, en fait. Parce que j'avais appris beaucoup avec mes expériences, avec les hares avant. Comment chasser, comment vivre dans le bois. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'étais là. Et c'est ça, c'était le monde dans lequel j'étais. C'était un monde un peu inconnu. Et justement, il devait faire des revendications. Il avait besoin un peu d'aide. Alors, bon, on a collaboré un peu. Mais en fin de compte, j'ai complètement changé. Puis j'ai abandonné mon projet original parce qu'il était plus pertinent. Puis
Puis David Turner m'avait dit une chose qu'en fait, qui était vraie. Il était vrai quand il me l'a dit il y a 40 ans, puis c'était vrai aujourd'hui. Je le dis à mes étudiants, let the people tell you what's important. Alors, tu arrives là avec ton projet sur la parenté, puis si eux, ils n'utilisent pas un système de parenté pour organiser leur vie quotidienne, ben peut-être tu te trompes, peut-être tu projectes une genre de bulle anthropologique sur eux, puis c'est pas la vraie anthropologie si tu écoutes pas les personnes, leurs préoccupations, leurs rêves, leurs désirs, leur façon de penser, leur façon d'agir. Tu sais, tu t'aveugles, tu imposes ta vision sur eux. Faut pas que tu fasses ça, faut que tu sois vraiment ouvert. Puis ces personnes-là n'étaient pas du tout ouvertes à la parenté quand je posais des questions, mais what the hell? Pour moi, on se parlait en anglais. Je faisais des efforts pour apprendre le Sekeni, une langue atapascane. C'est des langues avec des tons, premièrement. C'est des langues agglutinatives. Elles sont très complexes, mais ça n'avait jamais été étudié. Hein? Puis, en fait, les jeunes, c'est-à-dire les personnes qui avaient moins de 50 ou même 55, 50, 60 ans, parlaient exclusivement en anglais. Ils ne parlaient pas le Sekeni. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, alors, we don't care about any of that, you know. Puis un jour, je me rappelle, il y avait un vieux monsieur, puis j'étais très, très intéressé par ce vieux monsieur qui parlait le Sekeni, qui vivait seul, puis il allait à la chasse continuellement, donc je le voyais rarement dans la communauté, puis je dis, je dois parler à ce monsieur. Lui, il va à la chasse, il vit seul, il est solitaire, il connaît la vieille culture. Tu sais, j'avais toujours cette idée que la vraie culture, c'est la culture de chasse, la culture de... cette idée un peu romantique. Alors, je vais le trouver. Il dit, viens, reviens demain matin. Je dis, OK. Je dis, je vais te parler. Je dis, tu sais que moi, je vais écouter tes histoires. I said, Indian stories. I said, that's what I'm here for. I said, I'll tell you Indian stories. Sure, lots of them. Alors, je retourne le matin, je frappe à la porte. Ben, je frappe pas à la porte. On ne frappe pas les portes. Je rouvre la porte, puis il est complètement saoul. Il y a 3 bouteilles de whisky vides par terre, je vois. Puis, j'ai dit, maybe this isn't a good time. So, yeah, no, come on, I'll tell you some Indian stories. He says, I'm an Indian and I'm fucking drunk. That's a good Indian story, isn't it? C'est-à-dire, c'était raconter le ton avec une amertume. Pas envers moi, personnellement. Mais c'était devenu sa vie. Un monsieur qui avait tout... J'ai réalisé à cet instant, voici un monsieur qui avait tout, comment dire, étudié, c'est pas formellement, mais il avait assumé, il avait maîtrisé toute une culture très sophistiquée, très nuancée, que je ne connaissais pas à l'époque très très bien encore, de chasse, de vivre, tu sais, dans un environnement extrêmement difficile, de s'entendre avec ses voisins. Et tout ça lui avait été enlevé par ce maudit barrage. Parce qu'avec le barrage, le gouvernement avait construit une ville instantanée. La forêt grondait de blancs qui utilisaient la forêt pour des parties de chasse, de loisirs essentiellement. Puis généralement, c'est des personnes, écoutez, c'était des personnes qui étaient... À l'époque, j'étais allé parler avec le directeur d'une usine qui avait été établie dans cette ville, Mackenzie, ça s'appelait Instantané, qui payait 28, on parle de 1978, 28 $ par heure. C'est comme gagner 60, 75, j'imagine, dollars par heure. C'est des salaires fous. Donc, ces personnes, même à l'époque, des ouvriers, et j'ai fait un sondage qui avait... les ouvriers de la ville que j'ai sondé avaient une éducation 3e élémentaire. À peine ils étaient lettrés, alphabétisés. Les Autochtones étaient plus scolarisés qu'eux. OK? 4e, 5e élémentaire en moyenne. Mais ils savaient écrire puis ils savaient lire. Bon, au moins les jeunes. Et alors, eux, évidemment, faisaient une vie de loisir, une vie de pacha, dans le sens qu'ils travaillaient dans ces usines, puis ils gagnaient beaucoup d'argent. Donc, il y avait tous des skidoo, là, comme on les appelait, puis ils faisaient la chasse, parce qu'on leur disait, vous êtes dans un environnement romantique, sauvage. Non? Vous êtes des pionniers blancs, effectivement. Donc, il allait à la chasse, parce qu'ils aimaient ça aussi, j'imagine. Puis souvent, on les trouvait dans le bois, le saoul. Quand on partait, moi, puis quelques Autochtones, nos amis, des parties de chasse dans le bois, on avait peur parce que des balles sifflaient autour de nous, parce qu'eux, ils avaient fait ce qu'ils appelaient des sound shots. Ils nous avaient entendu qu'on se parlait, là, ou sûrement quand on marchait dans le, voyons donc, comment on dit, in the bushes, là, des arbustes. Ils avaient entendu le bruit qu'on faisait, puis ils nous tiraient dessus, littéralement. Aveuglement, ils ne nous voyaient pas, là, c'était pas malin.
Puis donc, les Autochtones avaient peur de rentrer dans la forêt parce que, premièrement, ils avaient peur physiquement, là, pour simplement, tu ne voulais pas te faire tuer parce que parfois des balles littéralement sifflaient autour de nous, puis tu l'entendais pas. C'est-à-dire, tu entendais le coup après que les balles sifflaient. Les balles voyageaient plus vite que la vitesse du son. Hein. Alors, soudainement, les branches commencent à se briser autour de toi, puis là, tu reconnais que c'est des balles. Là. Puis là, tu entends les coups de feu. Alors, tu te lances par terre, évidemment, puis tu espères que ça finit, puis là, on commence à crier « Hey, it's us! We're humans, you stupid fuckers! » Non, tu sais, on criait. Mais ils étaient saouls. Puis ils riaient. Ah, OK. En tout cas. Mais aussi, il y avait une autre raison pour laquelle il n'allait pas à la chasse. Il n'allait pas à la chasse parce que, comme disait, les animaux nous ont abandonnés. Ça, c'est un concept très important parce qu'il disait les animaux, il ne voulait pas dire les animaux biologiques, il voulait dire les animaux, on va dire, primordiaux, les animaux mythiques, dans un certain sens, qui peuplaient leur imaginaire, qui étaient la source de toute puissance. Non? Et ces animaux, il dit, nous, on les a trahis. Parce qu'on est censé les respecter. On est censé les protéger. Bien qu'ils sont plus puissants que les humains, les animaux dans leur croyance, sont plus puissants que les humains parce qu'ils vivent dans le même environnement sans armes et sans langage, sans apprentissage. Ils sont supérieurs, les animaux. Alors, il dit, on les a trahis parce qu'on n'a pas pu empêcher l'arrivée des Blancs qui ont détruit leurs forêts et leurs maisons. Donc, ils sont partis, se sont retirés. Ils ne veulent plus nous voir. Non? Ils étaient très déçus de nous. Puis il y avait certaines personnes, les jeunes ne comprenaient pas ça, évidemment, mais les vieux sentaient comme ça. Puis les vieux avaient honte. Non, ils avaient honte. Ils avaient comme ce monsieur, dans un certain sens, qu'ils avaient... Quand je suis arrivé là, il faut réaliser qu'il y avait très peu de Blancs. Et moi, j'ai connu des personnes, des sociétés relativement intactes, surtout quand je suis allé dans le Nord, où il n'y avait pas de Blancs du tout. Pas de Blancs, pas de contact avec les Blancs. C'était, pour moi, une vraie chose incroyable de reconnaître. On a tendance à penser que les personnes autochtones sont des personnes conquises, sont des personnes marginalisées, sont des personnes, je ne sais pas, comme les Gitans d'Europe, qui vivent dans les interstices un peu de la société maître, dominante. Mais moi, j'ai connu des Autochtones qui étaient maîtres chez eux. Il n'y avait pas d'hommes blancs, il n'y avait pas peur des Blancs, ils ne pensaient pas aux Blancs, ils ne pensaient pas qu'ils étaient même autochtones, le mot n'existait pas. S'ils devaient utiliser un mot, ils disaient « Oh yeah, we're Indian, I guess ». Lui, ils disaient « Dene », non? C'était leur mot pour eux-mêmes. Les Blancs, pour eux, c'était un genre d'espèce inférieure. C'est pas raciste, ben, tu sais, pauvres Blancs. Non, ils ne savent pas naviguer dans la forêt, ils connaissent rien des animaux, ils connaissent pas le cosmos, ils connaissent rien des esprits. Non, on me disait même, vous les Blancs, vous êtes bizarres, vous êtes des robots. Des robots? Ben oui, vous n'avez aucune émotion. J'ai dit, mais vous savez, c'est très drôle parce que les Blancs pensent que les Autochtones n'ont aucune émotion. Mais non, nous, on est plein d'émotions. On vit nos émotions toujours dans la forêt, entre nous. C'est vous que vous êtes incapable de vous exprimer. Vous êtes tellement tordus en quelque façon, uptight, non? En tout cas. Alors, j'avais connu ces personnes qui se sentaient vraiment, comment dire, autonomes et libres. C'était toute une autre expérience. C'était moi l'intrus, c'était clairement moi qui étais comme un enfant. Même s'ils avaient des bons sentiments envers moi, ils me toléraient, ils m'aidaient, ils me parlaient, ils me montraient comment faire des choses. Je me rappelle qu'une personne qui me voyait fendre le bois me disait « Mais qu'est-ce que tu fais? » Non? Puis il a pris la hache et dit « Regarde, il y a 6 façons de fendre le bois, là. Puis je vais te les montrer. » Puis il les a montrés. OK, j'ai dit merci. Parce que ça, c'est un peu insolite parce qu'ils ne font pas des leçons de vie. Les Autochtones ils vont jamais tenter de dominer l'autre personne en exploitant leur connaissance supérieure d'une tâche ou d'une chose ou d'un domaine. Il faut être poli. Poli, ça veut dire que tu respectes l'autre. En tout cas, c'était pour moi une vraie ouverture psychique, je ne sais pas comment dire, et émotive, de réaliser que moi, le grand anthropologue qui venait de l'Université de Toronto, la plus grande université au Canada, la meilleure, et je venais d'un milieu privilégié, et je suis un blanc, et je suis un homme, et je me disais pas que je suis beau, mais je comprends un peu cette arrogance. Et là, j'arrive avec des personnes qui sont humbles, mais qui dominent vraiment un environnement où je serais mort sans eux.
un environnement difficile, un environnement vraiment menaçant, dans un certain sens. Si tu t'en vas plus loin que 200 mètres du village, tu es dans un autre monde, tu es dans le monde des animaux, le monde de la forêt, un monde dangereux où tu te perds, tu n'as pas de point de repère, tu ne sais pas comment naviguer, il faut apprendre à naviguer. Tu peux pas les prendre. Il n'y a pas de carte ici. Il faut que tu aies une carte mentale. Il faut que quelqu'un te prenne littéralement et te dise voici le sentier que tu vas suivre. Voici comment tu vas lire les choses. Alors, il me prenait en sentier puis il disait oh, regarde, on voit un trace. Tu vois ici, il y a eu un nid d'oiseau. Ouais. Alors, regarde là, regarde, un ours s'est frotté contre l'arbre parce qu'il se gratte comme ça parfois. Il a laissé quelques. Tu vois des poils? Non, je vois rien. Je voyais absolument rien. Pour moi, c'était comme un enfer vert et brun. Un enfer, une forêt, quoi. Assez dense, de pierres et de roches, parce qu'on était dans les montagnes, et de forêts. Je voyais absolument rien. Je savais lire rien, je comprenais absolument rien. Et ces personnes avaient une confiance suprême parce qu'ils respectaient l'environnement, puis ils disaient, comme un homme me dit, j'ai pas peur des animaux, mais je les respecte, parce que tu sais jamais, c'était sa façon de dire, ils sont supérieurs, les animaux. Et l'environnement. Il faut toujours être sur le qui-vive. Je me rappelle une fois, par exemple, juste une anecdote, on était, moi, en fait, c'était le chef de Fort Ware, Emil McCook. Bon bonhomme, un bon gars. J'ai beaucoup aimé Emil. On était à motoneige, peut-être 30 km de distance du village, puis c'était la nuit là, qui tombait, à 4 heures de l'après-midi, la nuit tombait en hiver. Et là, le maudit moteur de motoneige quitte, il tombe en panne. C'est un peu loin, peut-être c'est pas 30, peut-être c'est seulement 15 km, je sais pas, mais quand même, quand il fait moins 30, 15 km, c'est pas mal. C'est un défi, disons. Tu peux le faire, tu peux bien marcher, je marchais 15 km, mais il faut faire attention. Il faut surtout pas se surchauffer à propos. Il faut pas, faut que tu commences à te déshabiller en marchant. Bon, en tout cas, et Emma est calme, calme comme rien. Là, il met des outils, il commence à démonter le moteur. Il fait des arrangements, des choses que je ne comprenais pas exactement, des ajustements au moteur. Puis à certains moments, il enlève la bougie, parce qu'il faisait trop sombre, puis il ne pouvait pas voir les indications sur le moteur, qu'est-ce qu'on appelle en anglais top dead center. C'est-à-dire tu dois aligner le piston dans le cylindre à un certain moment. Excuse-moi, je ne connais pas en français, le timing, non? Pour que l'étincelle de la bougie frappe au moment juste. Puis, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait enlevé la bougie, puis il avait mis un morceau de corde dans le trou noir. Puis là, en voyant, quand la corde commençait à se plier, en tournant le moteur à main, quand la corde a commencé à se plier un petit peu, là, il réalisait que le piston était arrivé dans le bon point. Puis il échappé le morceau de corde dans le moteur. À 5 heures ou 6 heures du soir, en noirceur, on n'avait pas de torche électrique, on n'avait rien. Moi, j'ai dit beaucoup de choses à moi-même aussi, mais tu peux imaginer. Et lui, il n'a rien dit. Il a mis un peu de graisse. Il y avait déjà la graisse de l'huile du moteur. Il a tout simplement, sans un mot, démantelé complètement le moteur à moins 30, main nue, à noirceur, chercher le morceau de corde, puis le remonter, puis on est reparti. On est arrivé, fin de compte. Mais, comment dire, la confiance en soi-même, puis aussi, il était humble devant le destin. Si on allait mourir, c'est tout. Alors, c'était toute une autre attitude, tu comprends, envers la vie, envers la mort, envers les animaux, envers l'environnement. Et ça m'a beaucoup laissé de traces que j'ai vues avec mes yeux des chamans. J'ai vu des personnes qui étaient prêtes à mourir, mais pas dans le sens de Saving Private Ryan. Là, c'était pas la guerre de tous contre tous. C'était tout simplement le destin. C'est le destin des hommes de mourir, et parfois on va mourir trop jeune, parfois on va mourir vieux et heureux, mais on ne peut rien faire dans un certain sens. On fait de notre mieux. Et leur mieux, c'était vraiment incroyable. Je voyais des personnes extraordinaires. Je voyais des Soulons, je voyais toutes sortes de choses, mais aussi des personnes, hommes et femmes, extraordinaires, capables de maîtriser leur univers. Et je me pensais, même mon père que j'admirais et respectais, même ma mère, mais les personnes que je connaissais, je me demandais, qui est-ce qui a vraiment, dans ma connaissance, qui a maîtrisé son univers?
Même des personnes que je respectais, on est des salariés, on dépend des autres. Si on coupe notre salaire, si on nous vire, si l'eau n'arrive pas, il y a un problème avec l'électricité des pompes de la ville, puis il n'y a plus d'eau dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller à le fleuve pour prendre de l'eau? Mais non, tu n'es même pas capable de boire d'eau, tu n'as même pas, non, t'as pas de ressources, tu dépends. On est dans un réseau de dépendance. Ces personnes étaient, chaque personne, homme, femme et enfant, était complètement autonome. C'était une vraie leçon de vie.